Et bonjour, donc bienvenue au Fifi Gros. On est très heureux d'accueillir pour ce deuxième jour, puisqu'on a déjà proposé 2 films de Luc Moulet hier. Et là, on vous présente une superbe séance avec quelques-uns de ses courts-métrages, puisque Luc a une filmographie incroyable, notamment dans le court-métrage. Et donc, je vous explique comment va se passer la séance. Vous avez vu, il y a 4 films que vous allez découvrir. On va d'abord proposer le film Foi, et un film qui a été réalisé par Luna Le Soin, qui est une réponse justement au film de Luc Moulet. Après, on va faire un petit débat et on présentera les films qui suivent, à savoir Toujours Plus, épisode réalisé pour l'émission L'œil du cyclone, et le film L'homme des Roubines de Gérard Courant. Voilà. Donc je laisse la parole à Luc pour présenter déjà Foi. Foi, ça résulte d'une visite que j'avais faite. Enfin, j'étais dans les Pyrénées, je n'étais pas allé seulement là, mais c'était un peu, ça devait être vers le 15 septembre 73 ou le 16, je m'en souviens parce que c'était un peu après la chute d'Allende, et on est arrivé à Foix, et sans nous concerter, l'un et l'autre, on a dit c'est vraiment la ville la plus ringarde de France. Et puis après j'ai fait des recherches pendant une vingtaine d'années. Enfin j'ai pas fait que ça, pour voir la preuve par 9 qu'il n'y avait pas de ville aussi abominable que Foix. Et il n'y en avait pas. Il y a quelques petites cités effectivement qui sont assez dégueulasse dans la région, notamment Montrégeau, mais c'est tout petit. Et en fait, c'est Foix qui a fait vraiment la mise en scène. J'avais qu'à filmer. Et ça m'était aussi inspiré par Hôtel des Invalides de Franjus, où le commentaire contredit absolument l'image, et par Las Urdes de Buñuel, où il y a en fait un c'est pas seulement un contrepoint, puisque il y a l'image très tragique, et puis il y a le commentaire qui est très neutre, et la musique de Brahms. Le tout étant très opposés l'un à l'autre. Donc c'est des films de contradiction, et ça m'a beaucoup plu. Et puis après, vous allez voir que comme le film a terrifié les Fuxéens quand ils l'ont vu, en particulier le maire, un film qui a été fait contre le mien récemment, et je trouvais que c'était amusant de confronter les deux. Bon, c'est une bonne projection. Je vais te mettre là. Je masque pas. Juste le projectionniste, donc oui, on projette Foi, lettre ouverte, et ensuite on rallume pour un débat. Merci. Il faut que je me déplace parce que je vais pas regarder. Alors si vous avez des réactions dans la salle, bien sûr, vous pouvez poser des questions à Luc. Il y a toujours ce décalage entre
le son et l'image, toujours cette ironie dans tes films, et particulièrement ici, avec plein d'inserts rigolos sur le panneau surdité quand il y a des embouteillages. C'est toujours ce décalage voilà, entre le son et l'image dans tes films. Oui, pas toujours, mais dans ceux-là, c'est parce que j'avais eu des ennuis avec le film que j'avais fait sur Beaubourg, où je disais du mal dans le commentaire de Pompidou. Et on m'avait dit que j'avais le champ libre, mais en fait, j'avais pas le champ libre, mais j'ai été con de le dire par le commentaire, alors que j'aurais pu le dire par l'image avec un peu plus de travail. Donc, foi est une réponse aux erreurs que j'ai faites sur la valse des médias. Les censures s'attachent à ce qui est dit ou écrit, mais beaucoup moins à l'image et à son sens. Donc, effectivement, foi, j'y suis retourné, j'ai fait un post-scriptum moi-même, j'y suis allé en 2011, ça avait un petit peu changé, peut-être, je ne sais pas, suite à mon film, je ne vais pas trop me vanter, mais enfin, c'était toujours assez décalé. Il y avait quelque chose qui m'avait surpris, par exemple, qui était typique, c'est, par exemple, il y avait, en allant vers la gare, il y avait un plan de foie. Oui, il y avait un plan de foie. Alors, donc, il y avait comme ça, toutes les rues de Foix, et puis il y avait autour un petit truc, et il y avait marqué « Vous êtes là ». C'est-à-dire qu'il y avait toujours la même absurdité fondamentale. Mais Foix a beaucoup souffert de son architecte Borde, parce que ce centre culturel était vraiment nul. Il a fait aussi une ville odieuse qui s'appelle Rosas en Espagne. Borde, pour moi, c'est le diable. Et à tous les niveaux, parce que on a aussi Raymond Borde à Toulouse. C'est celui que mon ami Pierre Cast, le cinéaste, appelait Bordecassa. C'était un diable, Borde? Oui, oui. Pourquoi? J'avais par exemple ce qu'il a écrit. Je ne sais pas si vous connaissez le film Les 400 coups. Je cite Borde. Les 400 coups, c'est d'abord, j'aimerais de le dire, une attaque contre l'école laïque. On nous présente quelques enseignements qui sont tous idiots ou sadiques. 10 mois plus tard, la laïcité était assassinée parce qu'il y a eu des aides aux écoles libres. Et ce qui montre que ce film institué avait éclairé le vent. C'est ensuite une attaque contre les foyers sans âme et les familles sans Dieu. Pour qui a vu les 400 coups, je ne sais pas si vous le connaissez, ben, il est carrément à l'ouest, Borde. Et tout était comme ça avec lui. Je me souviens que j'avais mon film Brigitte et Brigitte, qui avait le même distributeur que Les Sans Espoir de Yan Cho. On faisait les mêmes recettes à Paris, mais Borde a été horrifié par mon film, parce qu'on appartenait à des revues différentes, qu'il estimait positif, a dit, parce qu'il était le mentor de Scipion, qui dirigeait le cinéma comme il aurait vendu des parapluies ou des cacahuètes, et qui faisait rien. Donc c'était Borde qui avait derrière, ce qui fait que pendant 25 ans, j'étais interdit par la censure bordienne de Toulouse. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, à dire sur Borde, mais pour moi, Borde, que ce soit l'architecte ou le critique, c'est le mal. Berlin avait Adolf Hitler,
Salo avait Benito Mussolini, Vichy avait Philippe Pétain et Toulouse avait Raymond Borg. Applaudissez quand même. Oh. Ah, ils n'ont pas l'humour ici, hein. Si, si, C'est la chaleur. et- Riez. Donc, il n'y a pas de rire obligatoire. Donc, ce film, c'est un film évolutif dont le début n'a rien à voir avec ce qui suit. Ce qui est un peu ce que j'avais fait dans Les naufragés de la D17. Et comment as-tu découvert la réponse, la lettre ouverte à Luc Moulet et qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai regardé un peu sur Internet et puis à fois j'ai vu ça. Et puis ça m'a amusé cette contradiction. C'est vrai que Foix a un peu évolué, mais le film a été fait 23 ans après le mien. Et justement, on a une surprise parce que la réalisatrice, en fait, elle voulait beaucoup te montrer le film et te rencontrer. Et elle est venue de Paris aujourd'hui pour dialoguer avec toi. Et puis qu'une réponse s'engage. Donc Luna Le Soin qui est dans la salle, je l'invite à monter sur scène avec Luc Moulet. Tous à égalité. Donc, c'était bien d'avoir cette confrontation dans l'image que sur place. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette réponse à Luc? Le film était amusant et c'était un bon travail, je pense, à faire. C'est mon premier court-métrage, alors j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à répondre à quelque chose qui existait déjà. Et voilà. En utilisant en plus toujours le même ton, la même... Et quelques mêmes cadrages, oui, aussi. Oui. Oui, quelques-uns. J'avais fait une erreur dans ce film d'ailleurs, c'est que on a cru que j'étais allé rechercher la petite bête, hein. Mais en fait, l'essentiel du film se construit autour des Champs-Élysées-Fuxéens, qui est la rue d'El-Cassé, c'est ça? C'est les allées de Villotte. Ah, ils ont changé le terme, où effectivement on trouvait un tas de bijoux, comme ce que vous avez vu dans le film. Et il n'y avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin, et j'ai pas eu besoin vraiment d'aller ailleurs. Tu veux lui poser une question peut-être? Je suis un peu... Non, mais il n'y a pas à être intimidé. J'ai invité le film, j'ai suggéré que tu viennes. Et bon, c'est bien d'avoir cette critique. Il y a des romanciers qui ont fait leur propre critique. Molière, par exemple, il y a la critique de l'école des femmes. Mais enfin, c'est lui qui l'avait faite. Il y avait aussi une sorte de critique des précieuses ridicules. Mais c'est bien d'avoir une contradiction externe. Oui, puis ça nous remet en place aussi, nous les Fuxéens, d'avoir cette vision d'il y a 20 ans. Jamais tu aurais pu imaginer qu'il y avait des cinéastes à Foix. Si, mais maintenant il y a de plus en plus de cinéastes dans la région, et Toulouse, dont j'avais gardé un très mauvais souvenir, parce que j'étais venu la première fois en avril 1942, c'était vraiment dégueulasse, Toulouse, avec des chiottes à la turque qui étaient vraiment immondes. Et puis, il y a eu la période de Borde dont j'étais exclu. Et puis, maintenant, Toulouse, c'est devenu un peu le véritable centre national du cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes intéressants à Toulouse et dans les environs.
notamment la meilleure réalisatrice française, qui est Anne Villasec. Ah bon, c'est plus la même alors. Ça a évolué. Ah d'accord. Peu importe. Hein. Oui, tu penses à Catherine Breillat. Exactement. Oui, mais Catherine est un peu diminuée à la suite elle est hémiplégique et ça a un peu rompu la force de sa carrière. Elle est frappée de film. Et puis il y avait aussi Raymond Carrasco. Ah oui. Ah, mais bien sûr. Raymond Carrasco. Ah oui. Un Mangiscard. Oui. Et puis à côté, il y avait Marie-Claude Treilloux, Ah, bien sûr. pas loin. Et puis tout autour, je parle des femmes, mais il y avait aussi la triplette Guiraudy, Nolo, Téchiné, qui était plus vers Agen ou le Lot. Donc deux mondes opposés, les femmes contre les gays, enfin pas contre les gays, mais enfin de l'autre côté. Et puis aussi il y a les Larieux. Donc je pense que maintenant c'est la région française qui est la plus forte au niveau de présence du cinéma. Et à présent, il faut raconter donc sur Luna Le Soin. Tu as d'autres projets? C'était ton premier projet? Ouais, c'était mon premier projet. Et, j'avais un peu mis tout ça de côté. Je suis montée à Paris, j'ai quitté l'Ariège et puis là, ça revient comme une petite surprise, donc c'est toujours là. Genre, je pense pas que c'est mon seul projet. Et j'en parlais, je crois qu'il y a la productrice dans la salle, puis ça a été produit par une télé participative. Si tu veux venir. Tu me disais que quand les Fuxéens étaient un peu déprimés, ils se repassaient pour certains le film de Luc Moulet, et puis pour plusieurs mois après, ils se sentaient beaucoup mieux. Bah oui, c'est un petit peu une sorte de... On se le passait à un moment donné où il n'était pas sur Internet, on se le passait en DVD. Et c'est vrai que c'était une sorte de bouffée d'air pour se moquer de notre propre ville, même si peut-être ceux qui s'en moquaient avec le plus de plaisir, c'était pas forcément ceux qui étaient nés dans cette ville, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens que Luc a rendu très très malheureux. Je ne vous parle même pas du maire qui maintenant est décédé, dont il avait qui avait affiché le portrait et qui en a gardé très très longtemps une angoisse terrible face à tout cinéaste ou journaliste, enfin toute caméra. On ne pouvait pas s'approcher de lui, donc voilà. Mais après, oui, après voilà. Enfin, Luna l'a bien montré, c'est-à-dire qu'à la fois la ville a changé, peut-être encore plus depuis 2, 3, 4 ans là, mais il reste toujours des stigmates terribles et donc voilà, il y avait beaucoup de plaisir à jouer avec ça. Et puis enfin, je ne sais pas si on peut le percevoir quand on voit le film depuis Paris, parce que c'était un peu aussi une critique, Luc. On disait que votre film, il pouvait être vu comme un regard parisianiste sur la ville, mais par contre, dans le film de Luna, il y a beaucoup de piques aussi sur les élus locaux et sur leur politique locale, quoi. Oui, on ne peut pas dire ça exactement parce que j'ai aussi fait un film contre Paris. Oui. Moi, je suis le spécialiste des films contre les villes. J'ai fait un film contre Les Havres, produit par Le Havre. J'ai fait un film en Iowa contre la ville de Des Moines, qui correspond assez à Foire parce que c'est beaucoup plus grand, mais qui était pour moi l'entrée dans l'enfer. Et tu as fait un film pour, je me souviens, Un Phi. Mais non, mais Un Phi ne se dirige pas à Un Phi. C'était pour tromper le spectateur. C'était sur Paris, et puis il y avait, en fait, on choisissait Aumelas, qui est une petite cité. C'est quoi le film contre Paris? Quoi? Comment il s'appelle? Un Phi, capitale de la France. C'est dans la Nièvre. Oui. Et que Paris, je suis un peu forcé de vivre à Paris pour faire des films. Heureusement que maintenant on peut vivre ailleurs. Bon, il y a l'exemple de Guédiguian succédant à Pagnol, enfin de façon très, très diverse.
il y a des cinéastes nordiques comme Dumont, mais c'était pas le cas quand j'ai commencé à faire des films. Ce directeur du Centre du cinéma, qui était un individu assez bordé, me dit qu'est-ce qu'ils auront à faire là-bas pour faire des films? Il faut monter à Paris. Donc Paris, effectivement, ça a des avantages, on peut aller voir des films, mais il fait pas très beau, et il y a toujours eu une dialectique entre Paris, la ville pour le travail, et le Midi pour le plaisir. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup fréquenté les Pyrénées. J'ai failli faire un film dans le Pays Basque, Pas l'ombre d'une palombe, et que je devais tourner près de l'Orgam d'Achalepoa, mais que j'ai pas pu faire, ça coûtait trop cher, et puis j'avais pas mal de soucis de santé aussi. Et effectivement, je me sens assez bien dans les Pyrénées. Même une petite ville décadente comme Lavelanet était beaucoup plus sympa que Foix. C'est plus d'actualité. On connaît les problèmes de Lavelanet, qui était une ville très importante sur le plan industriel et qui a périclité. Je parle trop. Oui, alors si vous avez des réactions dans la salle. Sinon, oui, monsieur. Il faut savoir aujourd'hui que le centre universitaire qui est à Foix, il y a des formations sur l'aménagement du territoire, etc. et que votre film est projeté aux étudiants de Foix. C'est-à-dire que vous avez inspiré quand même les élus locaux et les futurs élus locaux à changer des choses. Vous avez enseigné dans les universités de Foix. J'en suis content. Ce voyage dans ce petit enfer qui était Foix m'a valu de faire un plan que j'aime beaucoup. C'est celui où on part de la prison, on passe par le centre culturel et on arrive au cimetière. Le tout vu d'avion, parce qu'à terre on voit pas ça. Vous les avez tournés comment, ces plans en hélicoptère ou... On avait un petit avion qu'on avait loué à l'aéroport et on a tourné 6 ou 7 fois au-dessus de Foix, alors qu'on n'avait pas le droit de s'approcher si bas. On n'avait pas le droit de voler à moins de 200 mètres, et à l'arrivée, à l'aéroport, il y a la police qui est arrivée. Mais enfin, elle était allée aussi parce qu'il y avait Le Pen à l'aéroport. Mais ça il y a passé, il n'y a pas de problème. Mais souvent, pour pouvoir tourner des films intéressants, il faut enfreindre les lois. Physiquement ou moralement. D'accord. Le mystère. Le film, il avait été projeté ou vous l'aviez montré? Parce qu'on a plein de rumeurs contradictoires sur comment le film il a été découvert par les élus de Foix à l'époque. Le film, c'est parce qu'il avait été acheté au départ par Canal+, qui avait, parmi ses membres directeurs, un Fuxéen, d'ailleurs. On avait cru d'ailleurs, les gens ont cru que c'était un film à la gloire de Foix. Et donc il est passé sur Canal après avoir eu une belle carrière. Enfin, il avait bénéficié de beaucoup de subventions. Je ne sais pas combien il coûtait, des films que je ne produis pas, je ne veux même pas savoir combien ils coûtent. Mais je crois qu'il a eu 100 000 francs au début de contribution financière au court-métrage avant d'être réalisé, sur production du scénario que j'avais appelé Vesoul pour dissimuler la chose. Il y avait un tas de photos où le numéro de l'Ariège avait été j'avais donné des petits coups de pointe de ciseaux pour qu'on ne voit pas, et c'était fait pour que les membres de la commission sachent
que ça ne serait pas Vesoul. Je leur avais dit dans le texte que ça s'appelle Vesoul, mais ça ne sera pas Vesoul. Donc, c'est un film, ça a été un film de suspense. Et puis, j'ai eu une très grosse primée à la qualité, je crois que c'est 190 000, plus la vente à Canal, je crois que c'était 50 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est un film qui a peut-être coûté 70 000 francs et qui en a rapporté au moins 250 000, je ne sais pas, encore aujourd'hui. Bon, enfin, c'était pas, le but n'était pas tellement financier, mais bon, bah, c'est arrivé par surcroît. Merci Luna d'être venue. Mais il faut lui laisser la parole, parce que c'est toujours moi, Jacques. Non, bah, je sais pas, moi je suis très contente d'être venue vous rencontrer et confronter les deux films pour une bonne fois pour toutes. C'est plaisant. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, on va présenter maintenant, puisqu'il y a un train bientôt, je crois. Oui, bah, donc après, il y a toujours plus, qui a été partiellement tourné à Toulouse, au supermarché du Portet. Et alors qu'on était un peu maudits à Paris parce que les organisateurs de publicité se méfient des cinéastes qui faisaient souvent des films pour démolir les supermarchés, tandis qu'en province, et notamment à Toulouse, on était très bien accueillis. On nous a même offert le champagne à toute l'équipe, enfin tous les 5 à l'équipe, et ça a été très agréable. C'est le principe d'ailleurs des binômes. Quand on veut faire un film, le truc c'est de faire 2 films à la fois. Parce qu'on a la même équipe, il y a moins de frais généraux. Et le matin, je suis allé tourner au Portet, pardon, et puis l'après-midi, je suis allé tourner à Foix. Et donc là, c'est toujours plus, et ce sera suivi du film L'Homme des Roubines de Gérard Courant, qui peut venir le présenter. En plus, c'était aussi un film de paradoxe. Je faisais des films contre les villes, mais je me suis dit, je vais essayer de faire un film pour les supermarchés, qui culturellement était assez mal vu. Donc, j'ai fait le film sur la théorie, les supermarchés, c'est les cathédrales du XXe siècle, du XXIe. Enfin, c'est un peu démenti par ce qu'on voit, mais c'était le principe. On entrait dans les supermarchés sur des accords de bac. Et donc c'était un tour d'horizon comme ça des divers supermarchés avec leurs options religieuses, puisqu'il y avait 2 firmes dans l'une s'appuyait sur une certaine forme de protestantisme et l'autre qui était beaucoup plus traditionnelle. Et puis donc je laisse la parole à Gérard pour L'Homme des Roubines, c'est-à-dire moi. Je vais m'asseoir à côté de toi. Oui. Non, mais bougez pas. Non, restez là. Non. Je vais m'asseoir là. Non, bon. Dommage. Oui, L'Homme des Roubines, voilà, il est là, hein, donc vous allez le voir. Donc c'est un film qui date déjà, il a été tourné en 2000. Et donc... La cinéaste que j'aime beaucoup. Cécile, très grand metteur en scène américain, sur lequel Luc Moulet a écrit un livre qui a été édité il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans peut-être, chez Capricci. Si, il faut en profiter pour faire de la pub. Donc, alors voilà, donc L'Homme des Roubines, si vous voulez, l'objectif, c'était de jeter Luc Moulet dans ces montagnes des Alpes du Sud et de le lâcher dans ses lieux préférés,
dans ces lieux qu'il connaît depuis toujours et dans lesquels il a tourné une grande partie de ses films, à part quelques films qu'il a tournés dans les Pyrénées ou aux États-Unis, mais la plus grande partie de ses films, c'est dans les Alpes du Sud. Et même si, par exemple, il y a certains films de Luc Moulet qui sont tournés ailleurs que dans les Alpes du Sud, par exemple, il y a un film qui était tourné dans le Nord, qui était La cabale des oursins. La cabale des oursins, sur les terris, dans le Nord. Il y a quand même un plan qu'il est allé tourner dans les Alpes du Sud. Donc les Alpes du Sud, c'est vraiment son territoire. C'est un peu l'équivalent de l'île de Faro pour Bergman. C'est l'équivalent de Rimini pour Fellini. Foreux. C'est l'équivalent de Rimini pour Fellini. C'est l'équivalent de Roll pour Godard. Bon, voilà. Donc ça m'amusait de le jeter dans cet environnement-là. Et à partir du moment où il était dans ces lieux-là, c'était intéressant de le faire rebondir par rapport aux films qu'il avait tournés des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans avant, dans des... 40 ans même pour Terre Noire. 40 ans pour Terre Noire. Et donc c'était intéressant, il y avait une sorte d'électrochoc. Et ça a provoqué des réactions de Luc Moulet. Et donc j'étais là pour filmer ces réactions. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. C'est souvent quand on fait des films, souvent il y a des moments difficiles, notamment au niveau de la production, mais aussi pendant le tournage. Des fois ça peut être très compliqué, mais là avec Luc Moulet, c'était très facile, ça baignait. Et c'était formidable parce qu'il nous a, quand je dis nous, on n'était que 2 dans l'équipe technique, avec Jean-Daniel Bécache, il nous a amenés dans des endroits absolument invraisemblables. À l'époque, je croyais connaître cette partie des Alpes du Sud, et je me suis aperçu, grâce ou à cause de Luc Moulet, que je ne connaissais pas cette région. En fait, je connaissais quelques petites parcelles de ces territoires, mais Luc nous a amenés dans des lieux absolument, je dirais, hors du temps, et qui sont en plein dans le cinéma de Luc Moulet. Voilà. Tu as dû avoir beaucoup de courage, parce que j'avais remarqué au cours du tournage que tu étais roubinophobe. Ça te faisait peur d'aller dans les roubines pour tourner. Tu les filmais toujours un peu d'extérieur. Ah bon, je ne me suis pas rendu compte. C'est un cas de roubinophobie, évident. Parce que j'avais déjà filmé les roubines bien avant de filmer Luc Moulet. Je crois la première fois que j'ai filmé des roubines, c'était en 1979, en faisant le cinématon de Pierre Attray, qui est un homme de théâtre qui est originaire de Grenoble, et je l'avais filmé devant un paysage de roubines. J'espère que vous savez ce que c'est les roubines. Enfin, ce sont l'équivalent des Badlands américains ou des terres noires qu'on trouve par exemple dans les films de Sergio Leone. Alors, on en trouve aussi dans des films de Nicolas Ray. Voilà, on en trouve aussi. Bon, on en trouve en Toscane, donc dans le sud de l'Espagne, où ont été tournés un certain nombre de westerns. Et puis chez Malaparte, dans Christo Prohibito. Et j'ai aussi, j'en ai vu dans un film de Marie-Christine Kesterber, qui a été tourné, je crois, au début des années 70. Oui, parce qu'elle avait tourné dans un des films où il y a le plus de roubines, qui était Billy the Kid. Une aventure de Billy the Kid, oui. Ça l'a impressionné, et elle a fait un film situé entièrement dans la roubine où on avait tourné pendant 4 jours. Et d'ailleurs, ce lieu, on le retrouve dans L'Homme des Roubines. Alors, L'Homme des Roubines, c'est aussi un film historique, parce que depuis, en 18 ans, si vous voulez, les roubines ont reculé. C'est-à-dire qu'on a eu une tendance, dans les Alpes du Sud, à reboiser beaucoup, donc ce qui est très bien, mais quelquefois, c'est au détriment des roubines, et il y a de moins en moins de roubines. Enfin, je parle sous le contrôle de Luc, et donc elles reculent régulièrement, et peut-être qu'un jour, les roubines n'existeront plus. Et ce film-là, au moins, et les films de Luc Moulet, seront un témoignage de cette caractéristique base alpine, on peut dire ça comme ça. Oui, si on veut, oui, c'est pas tout à fait dans un alpine. Mais par exemple, aux États-Unis, les endroits où il y a des roubines, c'est quel état? Dakota. D'accord. Qu'on voit, il n'y a pas de roubines à ce moment-là, mais dans North by Northwest.
Il y a la même sauvagerie. Parce que, On le retrouve. oui, mais je crois que j'en ai vu dans d'autres États, plutôt centre-nord des J'en ai vu États-Unis. dans le Colorado aussi. Voilà, donc, mais il n'y en a pas beaucoup dans la région ici. Non. On en trouve un tout petit peu près du Plat d'Adé, mais très... non, c'est près de... Alors, Guzet, près de Guzet. Guzet-Neige, oui. Mais il y en a très peu. Et c'est d'ailleurs cette dérobinisation qui a fait que je tourne plus de films. Parce que j'arrive plus à trouver de roubine, donc j'ai abandonné le cinéma. Ton train est à quelle heure, là? Il va falloir y aller, oui. Ah bon? Non, Bon. Donc, c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. En tout cas, merci infiniment, Luc, d'être venu à Toulouse. C'était un plaisir. Et à bientôt. et attention, Luc, il y a la Cinémathèque de Toulouse qui est juste là derrière. Hein. Fais attention quand tu passes devant. Hein. Le fantôme de Raymond Borde pourrait peut-être, on ne sait jamais, se promener. De bord, oui, bord de non. J'ai choisi comme ça, j'ai des logements dans deux des plus belles petites villes de France, Quelles sont-elles qui sont Moret-sur-Loing. Ah oui. Dans la banlieue parisienne. Oui, 68 km. Une des plus belles villes d'Île-de-France. Oui, une des trois grandes avec Montfort-l'Amaury et Senlis. Et puis Saint-Jean-Cap-Ferrat, C'est beau. qui est une capitale culturelle. À Cocteau. Hein. Il y a Cocteau, il y a Somerset-Maugham aussi. Et puis tout le monde est passé par là. Bon. Ça marche pas, je prends une petite photo? Ouais, très belle petite ville comme près de Lyon, il y a c'est Pérouge. Pérouge, dans l'Ain. Qui est magnifique. Nickel, trop cool. Le vieux Carcassonne aussi. C'est beau. Oui. Et puis ici, on a aussi de très belles villes. Il y a Cordes. Ah oui. Oui. C'est beau, hein. Ah ben il y a Vézelay alors à ce compte-là. Vézelay, oui. C'est là d'ailleurs que j'ai eu ma première montée à vélo. Ah bon? J'avais 7 ou 8 ans. Vous faites du vélo ensemble tous les deux. Vous avez fait du vélo ensemble, Gérard? Non, mais moi je n'arrive pas à le suivre, il est trop Ah fort bon? pour moi. Attends, non mais attends, je ne Mais me moi, permettrai j'ai pas. pris ma retraite du vélo depuis que j'ai fait le Cardougne-là, Ah oui, le 5000 mètres d'altitude, c'est ça? 5300. 5300 C'est mètres. pas Oui. mal. Oui, mais tu oublies de dire que tu as fait une chute dans la descente quand même. Hein. Oui, j'ai fait 2 chutes parce qu'il y a la tentation d'aller vite dans les descentes. C'est toujours dangereux les descentes. Et maintenant je souffre de cataphobie. Cataphobie. Oui, il y a Catastrophe. Anna vers le haut, Ouais. comme l'anabase, et cata vers le bas. J'ai peur des descentes. D'accord. Et puis la descente, ça veut aussi dire qu'on va vers la mort. Donc les descentes me font un peu peur. Alors faut marcher à plat ou faut monter? Oui, mais souvent quand on monte, on est obligé de descendre, Eh oui, obligé. hélas. Luc, le t-shirt, c'est un cadeau, c'est vous qui l'avez Oui, on m'a fait ce cadeau, j'ai pensé qu'il était en harmonie avec Roland. je pense. Oui. Tout à fait. Il est très bien. Ah, il est parfait. Il ne faut pas que je mette ça dessus parce que... Vous rentrez à Paris là? Bah oui, j'ai un train dans 3 quarts d'heure. Bon voyage. À bientôt, Luc. À bientôt. Je vais me rendre. Vous avez votre chauffeur. Si vous avez quelques minutes,
On peut discuter un petit peu sur ce film un peu particulier ou très particulier, je ne sais pas, mais tourner avec Luc Moulet, c'est toujours très plaisant, c'est-à-dire que la surprise arrive à tout moment. Quand j'avais proposé à Luc de faire ce film, de tourner dans les lieux de ces films dans les Alpes du Sud, je connaissais un peu les Alpes du Sud, mais je connaissais beaucoup moins bien que lui, et donc c'était à lui que j'avais demandé de choisir les lieux. En général, c'est plutôt le metteur en scène qui choisit, mais là, dans ce dispositif, donc c'était très important que ce soit Luc Moulet qui dise voilà, on va tourner là, 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 là. Et donc il avait dressé une liste, et sur la liste, il y a à peu près 25 lieux. Il y en a 2 ou 3 qu'on n'a pas gardés, mais il y avait 25 lieux, il n'y en avait peut-être que 2 ou 3 que je connaissais. Déjà, ça m'avait impressionné. Avant le tournage, à chaque fois, je lui demandais ben alors, ce lieu où on va, que je ne connais pas, comment on y arrive, est-ce que c'est facile d'accès? Alors, il avait toujours la même réponse, c'était facile, c'était toujours facile. Et quelquefois, c'était des expéditions assez incroyables. Il y a des parties qu'on faisait en voiture, puis après à pied, et il y avait des lieux. Je me demande comment on a pu y arriver, parce que c'était vraiment de la montagne avec le matériel, c'était pas évident. Et on ne pouvait jamais savoir, en fait, ce qui nous attendait. Et on avait trouvé un truc avec mon ingénieur du son. En fait, on n'était que 2 avec Luc Moulet. Je faisais la caméra. Et en fait, on avait compris une chose, c'était le matin au petit déjeuner avec Luc Moulet, on regardait les chaussures qu'il avait. Et selon les chaussures qu'il avait, on pouvait se douter que ça allait être des parcours très difficiles ou moins difficiles. Et c'est comme ça qu'on arrivait à se repérer. Mais autrement, à chaque fois, il disait « Ah non, non, c'est facile, c'était toujours facile. » Et vous savez, Luc Moulet est quelqu'un qui fait beaucoup de vélo. Et en vélo, il a monté des cols dans les Andes, dans l'Himalaya. Son col le plus élevé, je crois que c'est 5300 mètres d'altitude, donc plus haut que le Mont Blanc. Chaque fois, vous lui posez la question, Luc, ce col, ça va être terrible, 40 km de long, pas goudronné, c'est de la pierraille. Et à chaque fois, il dit non, c'est facile. Avec Moulet, c'est toujours facile. Pour moi et pour l'ingénieur du son, ça a été un vrai plaisir. C'était comme un enchantement. C'était dans une production qui avait un cahier des charges où on avait droit à 10 jours de tournage. On avait fait ce film en 10 jours. Et bon, il y a quelques lieux qu'on n'a pas gardés parce que par contrat, on devait faire un film de 55 minutes. On ne pouvait pas faire plus. Le film fait au moins 55 minutes, mais on aurait pu faire plus. Mais enfin, il y avait une coproduction avec une chaîne de télévision, il fallait que ça soit 55 minutes. Je vous laisse parler. Voilà. Ça m'intéresse d'avoir vos observations. Comment est venue vos remarques. l'idée de demander à Jean Abéillé de lire, de dire les auteurs et les lieux? Oui, parce c'est venu que, comment ça? Alors, Jean Abéillé est un immense acteur de cinéma qui n'est pas très connu. À part les films de Jean-Pierre Mocky et les films de Luc Moulet, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, et qui pour moi est vraiment génial. Et donc il est très lié aussi à Luc Moulet, il a fait je ne sais plus combien de films avec Moulet, mais il en a fait pas mal. Et donc je le connaissais un petit peu, Jean Abéillé. Avant le tournage, je ne pensais pas inclure Jean Abéillé, et c'est pendant le montage que je me suis aperçu que ça serait vraiment très très bien de le faire intervenir, un peu ce qu'il faisait sur Arte. Alors à l'époque, c'était pas Arte. Il faisait ça, à l'époque, c'était la 7, avant que Arte existe. Arte, c'est en 91 ou 92, mais avant Arte, c'était la 7. Et donc, Jean Abéillé présentait les programmes, il était speaker sur la 7, et il était toujours éclairé, donc une partie complètement dans l'ombre, et une partie complètement dans la lumière, et c'était pataphysique. Les présentations de Jean Abéillé, c'était extraordinaire. C'est vraiment dommage que, quand la 7 s'est transformée en Arte, c'est dommage que Jean Abéillé n'a pas pu continuer parce que c'était vraiment délirant. C'est au moment du montage que ça s'est fait et c'est allé très vite. Je l'ai appelé, il est venu 2 jours après. Je l'ai filmé dans une cave. Il y avait un éclairage, une cave, et c'était parfait. Et Jean Abéillé est quelqu'un qui aussi a fait 2 ou 3 films comme réalisateur, quelques courts-métrages. Allez-y, oui. Du coup, comment est venue l'envie et l'idée de faire ce film sur Luc Moulet? Pourquoi lui? Enfin, déjà, j'ai fait plein de films avec Moulet, je crois que j'en ai fait 23. Donc le premier, je pense, c'est en 79. Donc souvent, quand j'avais des films dans lesquels il pouvait s'intégrer, je pensais toujours à lui. Et puis, à force de faire jouer dans mes films, dans des séquences, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le rôle principal, un jour, j'ai voulu faire un film que sur lui.
Tout ça, c'était le fruit d'une longue maturation, parce que la première fois que j'ai rencontré Moulet, je crois que c'était en 1976, il présentait Anatomie d'un rapport dans un congrès de la Fédération française des ciné-clubs à Avignon. Il y avait eu le film, il avait parlé pendant 1 heure, c'était extraordinaire. Et tous les spectateurs qui étaient là, qui étaient quand même des personnes très cinéphiles, hein, c'était que des dirigeants des ciné-clubs, tout le monde se posait des questions, mais est-ce que c'est sérieux ou pas? C'est-à-dire que c'est du lard ou du cochon? C'est-à-dire que du début à la fin, les gens à la fin, ils sortaient, ils ne savaient pas si c'était sérieux ou pas. C'est-à-dire que c'est un équilibriste, Moulet, et il arrive, c'est-à-dire à berner tout son monde. Et donc, voilà Moulet, donc je le connais depuis toujours. Et quand j'avais créé une maison de production, je crois en 80-81, c'est lui qui m'avait fait ma maison de production, parce que en dehors d'être cinéaste, Moulet était un inventeur. Il avait, au début des années 70, juste après 1968, il a inventé un système de production de films, c'est-à-dire avant, pour produire un film, il fallait créer une société, pour toucher de l'argent du Centre national du cinéma notamment, il fallait avoir une maison de production, c'était un type société. Et lui, il avait trouvé une faille dans le système, on pouvait créer une société de production avec un GIE, groupement d'intérêt économique. Et la grande différence entre le GIE et une société normale, c'est que la société normale, il fallait mettre une mise de fonds, c'est une somme colossale. Les gens qui n'avaient pas les épaules assez solides, vraiment, ils ne se lançaient pas. Et avec le GIE, ça ne coûtait rien. C'est-à-dire, sauf qu'il y avait un désavantage, c'est qu'on était responsable des dettes. Alors Moulet, il a créé plein de GIE, il en a créé, je ne sais pas combien, mais il avait la liste. Par exemple, Philippe Garrel, et peut-être une soixantaine ou 70, donc il y a 60 ou 70 cinéastes qui ont créé leur maison de production, enfin dans les années 70, avec ce système-là de production. Et c'était révolutionnaire parce qu'avant, pour faire un film, il fallait avoir une maison de production, il fallait mettre énormément d'argent, c'est-à-dire qu'il fallait déposer de l'argent en banque, enfin c'était quelque chose de vraiment, c'était très dissuasif. Et donc ce système après a été un peu plus ou moins abandonné, parce qu'il y avait quand même des risques, le fait qu'on était responsable des dettes. Mais donc c'est Moulet qui avait trouvé cette faille-là. Il parle de sa maison de production dans le film, hein, qu'il avait la maison de production la plus haute de France en altitude. Tout ça est vrai. Hein. C'est vrai que l'histoire par exemple de la banque, qui a fait une erreur, qu'il a confondu avec un marchand d'armes qui s'appelait Moulet, tout ça est vrai. Et quand on voit le film, beaucoup de gens croient que c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, avec cet argent-là, il a produit Anatomie d'un rapport. À l'époque, en francs, il y avait eu une erreur de 60 000 francs, donc il a récupéré sur son compte, et vite, il a clôturé son compte et il est parti avec l'argent. Et avec les 60 000 francs, il a produit un long métrage, Anatomie d'un rapport, donc il l'a produit avec 60 000 francs. Il n'a pas produit avec 80 000 et 90 000. Il a dit j'ai 60 000, je le fais avec 60 000 francs. Enfin, Moulet, c'est quelqu'un qui a une immense culture du cinéma, c'est une des personnes de tous les gens que je connais, j'en connais beaucoup dans le cinéma, c'est vraiment une des 3-4 personnes qui a la plus grande culture du cinéma. Et il était entré au cahier du cinéma, il avait 19 ans, hein, donc il était le plus jeune des cahiers à l'époque, en 1956. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était André Bazin, c'était Truffaut, c'était Rohmer, c'était Rivette, c'était Godard. Et lui, il était le petit jeune, il était le chouchou de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde l'aimait beaucoup parce que c'était le petit jeune, même si à l'intérieur des cahiers du cinéma, il y a des gens qui ne partageaient pas son point de vue, notamment André Bazin était assez réticent aux analyses spéciales de Luc Moulet, mais par contre, des gens comme Godard ou Rohmer appréciaient beaucoup Moulet. Enfin, ils ont continué, après que Moulet s'est mis à faire des films, ils ont toujours apprécié Moulet. Et d'ailleurs, Rohmer, il est acteur dans Brigitte et Brigitte. C'est un des rares films où il y a Rohmer comme acteur. Et donc, Brigitte et Brigitte, c'est le premier long métrage de Moulet, tourné en 1966. Moulet avait proposé à Rohmer de jouer dans son film, un rôle de professeur. Donc en plus, c'était un pré-rôle parce que Rohmer était prof. Il y a aussi d'ailleurs Samuel Fuller dans ce film de Moulet. C'est quelqu'un qui a une immense culture du cinéma et qui continue à voir un film par jour. Avant, il en voyait plus, mais il continue vraiment à voir des films. Et il a des analyses très, très pertinentes. Hein. Il découvre des choses. Souvent, il découvre des choses chez des cinéastes que jamais aucun autre critique n'avait découvert, n'avait remarqué. C'est-à-dire qu'il a un talent d'observation qui est très très rare.
pour la petite histoire, il y a un bouquin d'ailleurs qui est sorti une compilation d'un certain nombre de ses critiques des cahiers du cinéma qui s'appelle Notre Alpin quotidien. Donc c'est une compilation, c'est pas tous les textes de Moulet, hein, mais il y en a pas mal. Un des cinéastes, je crois le premier à avoir défendu Samuel Fuller en France. Aujourd'hui, Samuel Fuller, c'est devenu un classique, mais à l'époque, même dans les cahiers du cinéma, on s'intéressait plus à Howard Hawks, à Hitchcock, à Preminger, mais des cinéastes qui étaient plus de série B intéressaient peut-être moins le monde, s'intéressaient Godard, tu sais, mais vraiment c'est Moulet qui s'est vraiment intéressé à Fuller et qui l'a vraiment fait découvrir en France. Et puis bon, ça a suivi après les films de Fuller sont sortis en France. Et puis après même Fuller s'est marié avec une Française, il a vécu en France. Oui, oui, oui. Est-ce que vous parlez là de Moulet justement équilibriste, et ça je trouve que ça fait penser à ça vraiment. Est-ce que dans la vraie vie il est comme ça aussi? Parce que quand on l'entend, je trouve, quand on l'entend dans des émissions ou là, comme tout à l'heure, c'est ça que je trouve qui est passionnant mais aussi intriguant. Moi je me demande s'il est comme ça tout le temps, ou s'il arrive à composer son personnage en fonction des situations, parce que ça va être fatigant d'être comme ça tout le temps. C'est quelqu'un qui est à la fois, il va être complètement renfermé dans son monde, et puis quand il est en présence de personnes avec qui il s'entend bien, avec qui on peut faire des échanges, alors là il est lancé, et ça marche, il n'arrête plus. Mais moi j'ai un ami critique de cinéma qui s'appelle Antonio Rodrigue, qui écrivait en cinématographe, et qui m'a dit une fois, j'ai fait une interview de Moulet, et il n'a rien dit. Il n'y avait que moi qui parlais. Donc avec ce type-là, ça n'a pas marché. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec Moulet, et donc quand ça fonctionne, on arrive à des résultats comme ça, qu'on arrive à le faire parler, quoi. Mais tout ce qu'il dit là dans le film, la plupart des choses, il ne l'avait jamais dit avant. L'histoire par rapport à la folie, ça il ne m'en avait jamais parlé. Ce qui est très important, c'est le fait d'avoir tourné justement dans ces lieux-là, qui sont complètement chargés par rapport à sa famille. Il n'aurait jamais dit ces choses-là si on avait fait un film à Paris, par exemple. Si on avait tourné à Paris en disant voilà, on va parler des Alpes du Sud, de tes films, ça n'aurait pas fonctionné. Là, il était vraiment dans son élément, et par exemple, là, la maison, on monte par la fenêtre. Enfin, on entre par la fenêtre, tout ça est vrai. C'était une maison qu'il avait avec son frère, qui s'appelle Patrice Moulet, qui est un musicien. C'était leur père qui avait cette maison avant, ils l'ont hérité. Et là, je sais qu'il ne l'a plus, il a vendu sa part à son frère. Mais c'était vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait passer par la fenêtre, sortir l'échelle, tout ça. C'est vrai, et toutes les personnes qui regardent ça disent c'est pas possible. Et non, c'est vrai. Et l'état de la maison, à l'intérieur, c'était vraiment comme ça. On voit les plafonds qui s'effondrent. C'était comme ça. C'était une sorte de mousse pour protéger l'isolation, mais aussi le son. Parce que comme son frère était musicien, donc c'était pour moins faire de bruit. À l'intérieur de la maison, parce que la maison est totalement isolée, il n'y a pas une seule maison à plusieurs kilomètres à la ronde. Moulet est un personnage unique. J'ai eu la chance de travailler avec plein de grands metteurs en scène, parmi les plus grands, mais vraiment Moulet, vraiment, à chaque fois, on se dit c'est pas possible. On est sur la planète Mars, c'est vrai. C'est jubilatoire de tourner avec quelqu'un comme lui, parce que à tout moment, il va y avoir quelque chose de fort qui va sortir. Du coup, c'était très improvisé ou Je ne sais pas ce qu'est l'improvisation. Quand il parle, c'était écrit ce qu'il avait Non, c'est pas écrit. Non, alors non, l'improvisation, c'est encore autre chose. Mais là, non, rien n'était écrit, simplement par rapport au lieu, je lui demandais, donc on est dans ce lieu-là, c'est toi qui as choisi ce lieu-là, alors pourquoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à ta vie, par rapport à tes films. Mais j'ai même pas besoin de... Là, j'en rajoute, j'avais même pas besoin de dire ça, j'appuyais sur un bouton et puis hop, c'était parti. Et alors, ce qui est bien aussi, il parle lentement. C'est-à-dire que très souvent, on est tous dans le même cas, on parle souvent trop vite. Et les gens aujourd'hui parlent de plus en plus vite. J'en ai parlé à un ami qui m'a raconté une anecdote.
qui faisait un stage de formation justement pour pouvoir parler face à un public, se présenter à un public, expliquer ce que vous voulez faire. Et dans ce stage, ils leur ont montré des vidéos des conférences de presse de Charles de Gaulle. Et les conférences de presse de Gaulle, il parle très lentement, c'est-à-dire que vraiment, on peut toutes les trouver pratiquement sur YouTube, je vous signale. Et c'est très étonnant par rapport aux hommes politiques d'aujourd'hui, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, peu importe. De Gaulle, mais il y avait d'autres hommes politiques qui parlaient aussi lentement. C'est vraiment, il prend son temps, et en même temps, en parlant, on voit qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, on voit le fil de la pensée. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hommes politiques qui disent n'importe quoi, parce qu'ils parlent trop vite. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite que leur pensée. Pour revenir à Moulet, je trouve que Moulet, il a un tempo parfait. C'est-à-dire qu'il ne se précipite pas. Il a ce qu'il a à dire. Si ça doit tenir en 20 secondes, ça tient en 20 secondes. Si ça doit tenir en 1 minute, ça tient en 1 minute. Et c'est un art qui n'est pas facile, hein, parce qu'on est tous confrontés à ça. On a tous tendance à parler trop vite. Et pour revenir à cet ami qui a fait ce stage, dans le stage, la deuxième partie du travail, c'était de demander aux personnes de lire le texte de Gaulle, de le chronométrer, enfin, d'en lire une partie et de chronométrer pour voir s'il lisait plus vite ou plus lentement ou à la même vitesse que De Gaulle. Et il n'y a pas une seule personne, toutes les personnes lisaient plus vite. Non, mais c'était vraiment intéressant comme expérience. Là, c'est une petite parenthèse par rapport à... Il y a une chose que je n'ai pas dit, mais moi, je suis... Évidemment, si j'ai fait ce film aussi avec lui, parce que je suis un admirateur des films de Moulet, bon, j'ai vu tous ces films X fois, et la première fois que j'avais vu un film de Moulet, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable qu'un cinéaste comme ça existe, ça sort tellement de tous les sentiers battus, c'est vraiment le propre d'une œuvre d'art, c'est inclassable. C'est vraiment, bon, bien sûr, on va dire, oui, c'est burlesque, etc., etc., oui, mais ça, quand on a dit ça, on n'a rien dit, hein. Il y a Jean-Marie Strauch qui a comparé avec Tati, je suis désolé, Moulet n'a rien à voir avec Tati, je dirais que c'est l'anti-Tati. C'est-à-dire Moulet, lui, c'est vraiment c'est un cinéaste qui travaille vraiment presque à la première prise. Ses tournages sont courts, il ne va pas refaire 50 fois la prise, alors que Tati il était capable d'une prise, il pouvait la faire 100 fois, il passait un temps fou. C'est vraiment très très différent.